Zimbabwe, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté mercredi dans les rues de Harare. Les manifestants redoutent des irrégularités dans le processus et l'établissement des listes électorales. En Ouganda, la police a tiré et fait usage de gaz lacrymogène mercredi pour disperser une foule de manifestants protestant contre une taxe controversée sur l'utilisation des médias sociaux. Au Burkina Faso, la Banque mondiale a fait un don de matériel au laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales du centre Muraz de Bobo-Dioulasso. Claude Romba nous en dira davantage. 12 juillet, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Au Zimbabwe, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté mercredi dans les rues de Harare, la capitale, pour exiger des élections prévues le 30 juillet. Les premières de l'appareil Mugabe soient libres et honnêtes. Les manifestants redoutent beaucoup plus les irrégularités dans le processus de l'établissement des listes électorales. On fait le point. La question des listes électorales est depuis longtemps un sujet de contentieux au Zimbabwe, où elles sont accusées d'avoir été au cœur de fraudes qui ont entaché les scrutins par le passé. Un nouveau fichier électoral a été dressé pour les élections présidentielles et législatives de la fin du mois de juillet, mais le principal parti de l'opposition, le Mouvement pour un changement démocratique NDC, affirme qu'il présente des défauts et exige la transparence dans l'impression des bulletins de vote. Mercredi, des milliers de partisans du MDC portant les couleurs du parti et des t-shirts à l'effigie de son chef Nelson Chamisa ont commencé par danser avant d'entamer une marche vers la commission électorale où une pétition a été remise. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe en novembre, a promis des élections libres, honnêtes et crédibles le 30 juillet prochain. Mais l'opposition a dit craindre que le scrutin soit faussé et a averti qu'elle n'y participerait pas s'il s'avérait truqué. La liste des inscrits devrait faire l'objet d'un examen attentif des observateurs étrangers qui seront déployés au Zimbabwe pour s'assurer de la crédibilité du scrutin de fin juillet. En Ouganda, la police ougandaise a tiré et fait usage de gaz lacrymogène hier mercredi pour disperser une foule de manifestants protestant contre une taxe controversée sur l'utilisation des médias sociaux. Depuis le début du mois, l'accès aux réseaux tels que WhatsApp, Facebook et Twitter, ainsi que les sites de rencontres Tinder et Grindr ont été bloqués à moins que les utilisateurs ne payent une taxe journalière de 200 shillings, soit 0,05 $. Les images. La police ougandaise a eu recours mercredi à des tirs en l'air et à du gaz lacrymogène pour disperser une manifestation organisée pour protester contre une taxe controversée sur l'utilisation des réseaux sociaux. La manifestation a attiré des dizaines de personnes qui ont marché vers le Parlement. Elle a commencé à dégénérer quand un large groupe de vendeurs de rue et de taxi-motos s'est opposé à la police, certains lançant des pierres. Selon la police, 2 manifestants avaient été arrêtés lors de cette manifestation. Depuis le début du mois de juillet, les utilisateurs des réseaux sociaux doivent s'acquitter d'une taxe quotidienne de 200 shillings, soit 0,05 $, pour accéder à WhatsApp, Facebook et Twitter, ainsi que certains sites de rencontres en ligne. En mars dernier, le chef de l'État Yoweri Museveni, lui-même un utilisateur régulier des réseaux sociaux, avec notamment 855 000 abonnés sur Twitter, avait écrit au ministère des Finances pour lui demander d'introduire la nouvelle taxe afin de lutter contre les conséquences du bavardage en ligne. Mais cette taxe a été dénoncée comme une entrave à la liberté d'expression par de nombreux hommes politiques d'opposition et des membres de la société civile. Le chef de l'opposition équato-guinéenne a dénoncé l'incarcération des prisonniers politiques malgré l'amnistie générale décrétée le 4 juillet par le président. C'était ce mardi à Malabo. Les prisonniers politiques sont toujours incarcérés, et ce malgré le décret pris par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema le 4 juillet dernier. La loi en question prévoit l'amnistie totale pour les prisonniers politiques. Un texte qui, selon Gabriel Nseobiang, leader du Parti citoyen pour l'innovation, n'est pas mis en application par le gouvernement. L'opposant affirme qu'une trentaine de militants de ce parti, toujours emprisonnés, attendent encore leur libération.
situation et demande une explication au gouvernement. Le président Teodoro Obiang Nguema avait décrété à la surprise générale le 4 juillet dernier une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. La mesure a été prise par le chef de l'État avant un dialogue national qu'il a lui-même convoqué du 16 au 21 juillet avant de permettre une large participation de tous les acteurs politiques à cette rencontre. L'amnistie était l'une des principales conditions posées par l'opposition et la diaspora pour prendre part à ce dialogue national. En février, l'Union européenne s'était inquiétée de la forte détérioration de la situation des droits de l'homme en Guinée équatoriale, petit pays pétrolier d'Afrique centrale, dirigé par Teodoro Obiang Nguema depuis 1979. Au Niger, 22 acteurs de la société civile poursuivis pour organisation d'une manifestation interdite, provocation directe à un attroupement non armé, complicité de dégradation de biens publics et privés, de violations et voies de fait ont comparu ce mardi 10 juillet devant le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. On fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Karim Mahamadou. Le procès qui s'est tenu sous haute surveillance des forces de l'ordre postées tout autour et à l'intérieur du palais de justice a duré près de 15 heures d'horloge. La mobilisation des citoyens, acteurs de la société civile et politique était aussi grande. Dans la salle d'audience, les débats ont été courtois mais souvent houleux lorsque pendant plus de 2 heures de temps, l'un des accusés, Nou Arzika, a battu en brèche toutes les accusations dont ils font l'objet et dit tout ce qu'il pense du régime du président Issoufou Mahamadou qu'il qualifie de dictatorial. Au terme de son réquisitoire, le procureur a requis 3 ans de prison ferme et 100 000 francs d'amende pour les 3 leaders, 1 an de prison ferme avec 100 000 francs d'amende pour une vingtaine de prévenus et 2 relax. L'un des avocats des acteurs de la société civile, Maître Boudal Mouloul et Fred, pense que le juge dira le droit en relaxant leurs clients lors du délibéré du 24 juillet prochain. Ce procès a un objectif politique assigné au pouvoir judiciaire. C'est au pouvoir judiciaire de porter haut la fierté d'être magistrat. Nous avons fait notre part de l'histoire. Il appartient au juge de l'audience de faire sa part de l'audience en âme et conscience et conformément aux dispositions de l'article 118 de la Constitution qui dit que les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. C'est difficile de résister, mais nous avons appelé les magistrats à résister et je pense que nous n'avons pas de bonnes raisons de douter de l'intégrité de nos magistrats. Pendant tout le temps qu'a duré le procès, les citoyens étaient mobilisés devant le tribunal dont l'accès a été interdit faute d'espace à l'intérieur. Ils croient en la justice et à la relaxe de leurs camarades, à moins qu'ils ne soient des otages du régime de Niamey, comme le souligne Moukela Alidou, acteur de la société civile. Nous souhaitons quand même que le droit puisse être dit. Nous avons voulu, en tout cas c'était ça notre souhait, que le juge puisse prendre son courage à même pour délibérer sur le siège. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Nous allons nous plier à sa décision qui nous renvoie au 24 et Inch'Allah, le 24 nous serons là. Et nous allons demander également à la population de Niamey de se mobiliser, de se présenter comme aujourd'hui. Le 24, nous allons venir en tout cas prendre le sort par rapport en tout cas à ces différents judiciaires qui nous lient, nous société civile, j'allais dire nous peuple nigérien, avec le régime dictatorial de Issoufou Mahamadou. Devant le parquet, les accusés qui sont passés à la barre ont tous réaffirmé leur détermination à poursuivre la lutte, quel qu'en soit le verdict. Pour eux, ce n'est plus une question de loi de finances, mais plutôt de la sauvegarde des acquis démocratiques. Au Burkina Faso, la Banque mondiale a fait un don de matériel au laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales du centre Muraz à Bobo Dioulasso. Un lot de matériel de laboratoire high-tech d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Les détails, c'est avec notre correspondant au Burkina Faso, Claude Ramba. Le matériel est composé, entre autres, d'une unité d'extracteur automatique d'acide nucléique, une unité de lecteur de plaques ELISA, une unité de laveur automatique de plaques, 300 équipements de protection individuelle type Ebola, 16 écrans faciales, 30 paires de chaussures longues. À cela s'ajoutent 37 paires de chaussures de laboratoire, du matériel de haute technologie pour renforcer la capacité du laboratoire du centre Muraz dans la lutte contre les fièvres hémorragiques, surtout en cette période hivernale, favorable à la prolifération des maladies. Les équipements que nous venons de recevoir font partie du laboratoire fixe qui donne aussi la capacité de poser les diagnostics les plus pointus pour savoir si au Burkina Faso nous avons un virus Ebola, nous avons un virus Lassa ou pas. Aujourd'hui, avec ces outils, nous serons à même de surveiller l'ensemble des
virus capable de se transformer en épidémie dans le pays pour anticiper au plus tôt. Ce don de matériel de laboratoire permettra, selon le directeur du centre Muraz, d'améliorer la qualité des prestations du centre dans son rôle d'appui aux structures de soins au Burkina Faso. Pour pouvoir faire de la technicité, il faut des procédures opératoires pour dire comment est-ce qu'il faut l'utiliser, comment est-ce qu'il faut utiliser le matériel sur le terrain. Et ça, c'est des acquisitions que nous avons faites depuis les 2 ou 3 prochaines années. Ça, c'était... Rappelons que ce geste de la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au développement sanitaire. C'est le sport dans une poignée de secondes avec Joannes Toanou. Ça fait Joannes Toanou, bonjour. Bonjour. L'affiche de la finale tant attendue de la Coupe du monde russe est connue. Tout à fait, Kodjovia Metonou. Et c'est au bout des prolongations, leur 3e déjà du tournoi, et dans un match que les Anglais ont longtemps maîtrisé. Eh bien, ce sont bien les Croates qui joueront dimanche la finale face à l'équipe de France. Les hommes de Zlatko Dalic sont allés chercher au courage la première finale de Coupe du Monde de leur histoire. L'ouverture du score est pourtant intervenue dès la 5e minute de jeu grâce à un magnifique coup franc de Kieran Trippier. Ivan Perisic a égalisé d'un geste peu orthodoxe à la 68e minute de jeu avant de donner une passe décisive à Mario Mandzukic pour le but de la victoire. C'était à la 109e minute de jeu. Alors, une rencontre que vous avez dominée 1 heure durant, marquant un but et finalement vous perdez aux prolongations. Qu'est-ce qui peut expliquer cette piètre prestation des Anglais? Après leur premier but intervenu très tôt, les Anglais ont levé le pied, ils ont observé alors qu'ils avaient de quoi jouer, continuer à attaquer et pourquoi pas marquer un 2e, voire un 3e but. Et puis, nous l'avons souligné sur ce plateau, les Croates étaient effectivement fatigués et n'ont pas eu le même rendement qu'ils avaient, notamment en première période. Mais en seconde période, quand vous n'êtes mené que d'un but à 0 et que vous avez le cœur, vous avez le courage et que vous avez envie d'aller de l'avant, eh ben, ça peut marcher et c'est ce qui s'est passé. Les Croates ont offert une seconde mi-temps de choix, notamment par l'entremise de leur capitaine Luka Modric. La sélection est montée en puissance. Eh ben, ce sera la 13e nation, la Croatie, à atteindre la finale de la Coupe du Monde et ce sera juste après 28 ans d'indépendance. Est-ce qu'il y a des velléités de revanche dans cette finale qui s'annonce très très ouverte? Tout à fait, velléités de revanche, oui, on va le dire, parce que en 98, on se souvient que les Français avaient dominé les Croates, c'était en demi-finale, et les battant 2-1 avant de gagner donc la Coupe du Monde sur leur sol. Donc ce sera pourquoi pas une revanche pour les Croates. Et les deux équipes se sont affrontées au moins 5 fois. La première fois donc c'était lors de cette demi-finale en 98, victoire de la France 2-1. Ensuite, le 13 novembre 99, c'était un match amical, victoire de la France 3-0. Ensuite, le 28 mai 2009, match amical également, victoire de la France 2-0. Ensuite, le 17 juin 2004, lors des phases de poule de l'Euro 2004, match nul, 2 buts partout. Et leur dernière opposition, c'était en 2011, le 28 mars, un match amical, France-Croatie 0-0. On voit donc un léger avantage pour la France. Ça reste à confirmer sur le terrain. Et avec cette équipe croate qui a du cœur et qui a, je dirais, de la gnaque, ce sera très difficile à jouer. Avec Subachis très en forme dans les buts. Joannes Toanou, merci donc à vous. On reviendra le lundi pour décortiquer donc cette finale qui va opposer donc la France à la Croatie. Mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Sika et ses différents sites. Restez donc câblés.